Alors, merci beaucoup pour ça. En espérant que ça ne bug pas comme la dernière fois. Là, ça a l'air d'être Donc, bon. encore bonsoir à toutes et tous ceux qui nous rejoignent. Hop, c'est bon. L'enregistrement pour YouTube est lancé et le live Facebook est démarré. Parfait. Eh ben, on va pouvoir commencer. Ouais. Alors, donc, bonjour à tous. Alors, on commence déjà par se présenter. Donc, moi, c'est Laetitia Blanc. Je suis professeure de SVT en lycée et j'ai un doctorat en écologie. Et c'est quand j'ai passé mon doctorat que j'ai rencontré Charlotte dans un laboratoire de Montpellier. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Charlotte Francesia. Aujourd'hui, je suis chercheuse à l'Office français de la biodiversité, donc à l'OFB, et je travaille sur la migration des oiseaux et sur la dynamique de population des oiseaux migrateurs. Voilà. Et Et, et- donc, avec Laetitia, on a lancé ce cycle il y a 1 an maintenant. et donc là, aujourd'hui, on va laisser la parole à Sonia Saïd, qui est donc chercheuse à la direction de la recherche et de l'appui scientifique à l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité. Et elle est spécialiste des interactions entre faune et flore. Et elle va nous parler un petit peu plus précisément des herbivores et de leur impact sur l'écosystème forestier. Donc, on va laisser la parole à Sonia Saïd et pensez tous à déconnecter votre micro. Et Charlotte va peut-être vous faire d'abord un petit point sur la partie plutôt pratique. Oui, juste pour vous signaler comment ça va se passer. Donc, Sonia Saïd va pouvoir présenter ses travaux. Pendant ce temps-là, vous pouvez écrire dans le chat toutes les questions que vous avez, remarques, etc. Nous, on s'occupera de les noter. Après cette session-là, vous pourrez continuer à poser vos questions, bien sûr. C'est nous qui allons nous occuper de poser les questions à la fin, en fait. Vous n'allez pas mettre votre micro, s'il vous plaît. Et puis, du coup, on posera vos questions. Donc, écrivez bien toutes vos questions dans le chat. Pour ceux qui sont moins familiers avec Zoom, si vous bougez votre souris, il y a une petite barre qui s'affiche en bas avec marqué chat ou discussion. Donc, vous cliquez dessus et vous pouvez écrire ensuite à droite votre question. S'il y en a qui sont timides, vous pouvez aussi écrire en privé, soit à Laetitia Blanc, soit à Charlotte Francesia. Il n'y a pas de problème. C'est vous qui choisissez. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, la parole est à toi, Sonia. Il faut m'autoriser le partage d'écran C'est et Ah, mon Charles. Laetitia, ouais. tout de suite. Je crois que c'est bon. Alors, je vais voir. Est-ce que c'est bon? Oui. Ouais, on ne voit pas en grand encore, mais on voit l'écran. Ça devrait. C'est bon là? Voilà, super. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, je voulais vous remercier, Charlotte et Laetitia, pour votre invitation. Je suis vraiment contente de parler un peu de mes travaux à l'OFB et de montrer ce qui se fait à l'OFB et ce que les femmes font à l'OFB en tant que chercheuses. Donc, je voulais vraiment vous remercier. Et puis aussi, avant d'oublier, je voulais vraiment remercier, parce que là, c'est une synthèse de mes travaux. Mais en fait, quand je dis mes travaux, c'est les travaux de mes stagiaires, de mes doctorants actuels et passés. Donc, je voulais commencer déjà par les remercier parce que c'est en fait une synthèse vraiment de tous ces travaux-là. Et puis, merci à vous tous qui êtes présents. Alors, c'est un peu flippant de ne pas voir les gens, mais, mais merci d'être là, merci de m'écouter. Et puis, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors, juste pour vous expliquer un peu ce que je fais, il y a quelques années de ça, quand j'ai passé mon âge d'air, j'avais demandé à mes enfants de me dire ce que je faisais comme travail. Alors, ma fille, à l'époque, avait 2 ans et demi, donc elle m'avait fait un dessin comme ça en me disant, maman, toi, tu travailles sur les déplacements des animaux, des cerfs et des chevreuils et tout ça. Et donc, voilà, donc c'est un cerf, un chevreuil, un sanglier qui mange en fait dans de l'herbe. Ça, c'est ton travail.
À mon cadet, j'avais demandé et lui, il m'a dit, bah, maman, c'est simple, toi, tu travailles sur le chevreuil et le chevreuil, en fait, ça mange des plantes. Il faut que la plante, elle soit à la taille de la bouche de l'animal pour pouvoir manger. Et puis, c'est ça. Et puis, ça impacte sur la plante et puis ça fait des petits picousses. Okay. Et puis, à mon grand, qui avait 8 ans à l'époque, je lui ai demandé, il m'a dit, bah, c'est pas compliqué, tu travailles sur les cerfs et sur les chevreuils dans la forêt, où est-ce qu'ils habitent, comment ils utilisent l'habitat, etc. Alors après ça, je me suis dit, effectivement, ils ont tout à fait raison, je fais exactement ça, soit c'est parce que je travaille trop, soit c'est je parle trop de mon travail, mais effectivement, c'est bien, c'est une bonne synthèse de ce que je fais dans mon travail. Et pour finir, j'avais demandé à un copain, alors résume-moi ce que je fais comme travail, et il m'avait dit, bah, Sonia, alors toi, tu es Obélix. Alors, c'est pas très flatteur, mais bon, il m'avait représenté sous forme d'Obélix en disant, bah voilà, Sonia, toi, tu es Obélix, tu réfléchis. Donc, à l'époque, c'était le logo de l'ONCFS, j'ai changé, j'ai mis l'OFB. Tu réfléchis un peu pour comprendre pourquoi les cerfs, ils mangent les plantes, est-ce qu'il y a un impact. Et puis, le petit idée fixe, c'est l'ONF qui pleure en disant, bah, il faut trouver une solution, voilà ton travail. Et en fait, toutes ces personnes-là avaient en fait tout à fait raison. Je fais un peu tout ça. Et donc, mon bureau, il est certainement moins attirant que certains qui ont parlé. Alors, j'arrive à la fin, à l'OFB, il y en a qui ont parlé de la Guyane, il y en a qui ont parlé des Alpes, il y en a parlé de l'ours, etc. Bon, moi, je travaille en forêt tempérée, mais c'est quand même très joli. Alors, quand on regarde tous ces paysages-là, toutes ces forêts, moi, je travaille tout ce qui est interaction forêt ongulée, donc ça va le chevreuil, la biche, ici il y a des sangliers, et puis là il y a mon cerf, et puis là on voit la fougère, etc. Donc ça c'est mon habitat, c'est mon bureau. Alors là, comme vous pouvez voir, j'ai un sanglier qui est en train de manger des plantes, donc c'est sur un dispositif, donc effectivement ça peut poser problème. Et puis ici vous avez une photo d'une biche avec son faon, et puis un collier GPS qui est posé sur cette biche-là, etc. Donc effectivement, si on me demande combien de temps je passe dans mon bureau, je vais dire qu'1 mois et demi, parce que le reste du temps, je suis dans mon vrai bureau, c'est-à-dire entre 4 murs, en train d'analyser les données qu'on a obtenues en forêt. Mais il y a quand même un côté qui est sympa dans mon travail, c'est que je travaille dans l'abondance. Contrairement à beaucoup de collègues, moi, je travaille vraiment dans l'abondance. Donc, premièrement, les forêts, elles sont en expansion depuis 1830 en France, donc on voit depuis 1900, mais elles sont vraiment en expansion. On est passé de 1830 à actuellement, on est passé de quasiment 10 millions d'hectares à 16 millions d'hectares. Donc on a 6 millions d'hectares supplémentaires de forêt en un siècle. Donc c'est vraiment, je suis en abondance, il y a un tiers de la France du territoire national où c'est de la forêt. Et puis, parallèlement, je travaille aussi sur des espèces qui sont en abondance, que ce soit le cerf ou le chevreuil, qui ont une aire de distribution qui est très vaste, avec des conditions environnementales qui sont très, très contrastées. Si on compare l'Espagne, la France, l'Angleterre, etc., on n'a pas du tout le même type d'habitat, et pourtant, ils sont présents partout. De plus, quand on regarde en France, rien qu'en France, pour le chevreuil est présent sur tout le territoire. Il n'y a pas d'endroit en France où on n'a pas de chevreuil. Et le cerf est présent dans plus de la moitié des forêts françaises. Donc, ce qui fait que, en fait, j'ai un sujet qui est facile dans le sens où je suis dans l'abondance. Mais l'abondance, ce n'est pas toujours évident parce que ça peut poser des problèmes d'impact, d'effet, et pas toujours positifs, parfois négatifs, etc. Parallèlement à tout ça, j'imagine que vous savez tous, mais je vais quand même le rappeler, on a un problème évidemment des changements globaux, le changement planétaire, avec des multiples facettes, augmentation surtout dans les écosystèmes alpins et nordiques, où on a un effet du changement climatique, et puis même en ville, où on voit par exemple entre 1920 et 2014, là on voit augmentation des températures, on est passé de 11 degrés à 14 degrés, donc on voit bien les températures qui ont augmenté, et il y a eu des modifications de paysages, de biodiversité, donc la forêt qui avance, etc. etc. Donc, j'aime bien cette figure-là parce que ça montre bien l'effet de serre. Alors, on le prend comme on veut, mais voilà, ça chauffe un peu. Voilà, donc la biche, elle a très, très chaud. Donc tous ces phénomènes-là ont fait que
ça agit donc évidemment sur la forêt. Et donc, on a des habitats de plus en plus favorables parce qu'on a de plus en plus de forêts, donc d'habitats pour les ongulés. Et parallèlement, il y a eu des tableaux de chasse avec la mise en place des tableaux de chasse. Donc, on a les populations d'ongulés qui ont fortement augmenté, que ce soit le chevreuil ou le cerf. Donc, ça, c'est un cerf, ça, c'est un chevreuil. Augmentation des effectifs d'herbivores. Alors, ce n'est pas que le chevreuil et le cerf, mais le chameau aussi a augmenté, le mouflon, etc. Donc, augmentation des aires de répartition. Et en fait, on a de plus en plus d'endroits où on a un chevauchement entre les espèces. Donc, ce qui pose problème en forêt, parce que si on a beaucoup d'animaux, ben, on va avoir un impact qui est important sur la flore. Donc, mais on va avoir des effets qui sont positifs ou négatifs. Alors, je vais aborder quelques-uns de ces effets-là. Je n'aurai pas le temps, je sais que je suis limitée à une demi-heure, je vais essayer de rester sur ma demi-heure et pas dépasser. Donc, je n'aurai pas le temps de tout aborder, mais je vais aborder quelques éléments en fait, qui sont inscrits ici. Donc, les effets positifs, ben, l'abondance de gibier, ben, ça satisfait les chasseurs. Il y a le maintien de la diversité végétale, j'en parlerai. Et puis, quand on a beaucoup de ressources, ben, on a beaucoup de populations de prédateurs parce qu'il y a de quoi manger pour les prédateurs. Il y a aussi, ben, ici, c'est une photo que je trouve sympa avec la dispersion des graines, avec le cerf qui a une fougère sur la tête où on voit bien qu'il disperse. Et puis après, il y a des effets négatifs avec les contacts qui sont de plus en plus importants entre les espèces domestiques et sauvages, donc des problèmes sanitaires, mais aussi, vous avez sûrement entendu parler de la maladie de Lyme, donc de plus en plus de maladies en fait, qui sont transmises par la faune sauvage, des problèmes de collision. Qui n'a jamais vu un chevreuil ou un cerf ou un sanglier traverser la route et a dû freiner à la dernière minute parce qu'il a eu peur pour sa voiture et pour lui-même. Et puis l'abrutissement, donc le problème majeur des forestiers. Et puis pour finir, les problèmes de labour qui sont les problèmes, surtout c'est un problème pour le sanglier. Puis il y a aussi le piétinement qui est fait, piétinement du sol. Je n'ai pas mis là-dessus. Vous avez probablement vu de l'écorçage, des bourgeons qui sont consommés, etc., etc. Donc là, on va un peu discuter de comment ça marche en abordant quelques petits éléments là-dedans. Alors, pour pouvoir travailler sur l'interaction faune-flore, donc j'utilise différents éléments. Donc, je fais des relevés de végétation, j'équipe des animaux de collier GPS, je fais des observations, etc. Mais une des choses que je fais en premier, c'est équiper les animaux de collier GPS sur nos territoires d'études de l'OFB. Alors là, il y a juste une petite vidéo que je vais vous montrer. Donc, la capture, alors comment ça se passe? Hop. Voilà, donc c'est un panneautage, c'est comme pour les oiseaux, presque comme pour les oiseaux. Donc on a un filet là, donc vous voyez bien, il y a des gens qui sont en train de marcher et puis les chevreuils se prennent dans le filet ou les cerfs se prennent dans le filet. En fait, on ne voit pas pour l'instant. Je pense que le problème vient du fait que vu qu'il y a un écran partagé qui est que l'écran du PowerPoint, il faut peut-être enlever le partage d'écran et rechanger. Ok. Une fois, pour celui-là, il faudra faire pareil pour revenir. Pardon. Alors, je recommence. Est-ce qu'on voit là? Non? Est-ce que tu vois ou pas? Non, on ne voit pas. Alors, je recommence. Est-ce que là, tu vois? Oui. Donc là, c'était pour montrer en fait le panneautage. Ce qu'on appelle le panneautage, c'est des captures donc au filet. Donc c'est un peu comme pour les oiseaux. Donc au lieu d'avoir un oiseau qui se prend dans les filets, ben, c'est un chevreuil qui se prend dans les filets. Donc là, on voit bien le chevreuil qui s'est pris. Et donc le chevreuil, ensuite, on le met dans un sabot. Donc c'est la caisse, ça s'appelle un sabot. Donc on le met dedans. On le manipule et puis ensuite, on va le lâcher. Donc là, je vais remettre une autre vidéo. J'espère que ça va marcher. Sinon, j'arrête. Je pense que sur le même écran, ça va marcher là. Ah, bon, ben, j'ai assuré mes arrières. Donc, voilà, le lâcher. C'est la partie que je trouve la plus
la plus sympa, c'est vraiment le moment où les animaux sortent. Donc, on voit le chevreuil là. Donc, voilà, il sort, il est tranquille, il sort, il dit waouh, fini. Il se retourne, il nous regarde. Et puis là, c'est à ce moment-là où mon travail de recherche va commencer parce que c'est là où les données GPS vont être récoltées. Et donc là, est-ce qu'on voit ou pas mon écran? Non? On le revoit ou pas? Non. Apparemment, non. Désolée. Hein. Alors, comment ça se passe? Je vais repartager. Alors, je recommence. Partager. Est-ce que là, on voit mon écran? Non? C'est bon. Si, c'est bon. Donc, après... Bon, et après, donc là, celui-là, effectivement, il a été filmé, ça date d'hier, hein, et il n'a pas de collier GPS, mais après, moi, je regarde l'interaction entre ce brocard et puis la flore pour voir ce qu'il mange, ce qu'il ne mange pas, etc. Donc ça, c'est vraiment le cœur de mon métier, et la partie terrain, ça, c'est la partie que je trouve super sympa, et voilà. Ensuite, suite à ça, on va avoir des données et il va falloir les analyser. Donc, voilà. Donc, j'ai des colliers GPS que je pose. Donc, je pose sur cerf, sur chevreuil, et j'obtiens des résultats, par exemple, de ce type-là. Ça, c'est juste, j'ai mis le cas de Sophie, c'est pour un message perso pour une collègue, et avec qui on avait fait des captures. Et donc, là, on voit des déplacements. Donc, si vous regardez, vous voyez bien février, mars, avril, jusqu'au mois de décembre. Alors, en janvier, je n'ai rien mis parce que la période de capture, c'est en général fin janvier, donc il n'y a pas assez de données. Et si on regarde comme ça, on voit bien qu'il y a une différence, en fait, entre les déplacements entre février, par exemple, et le mois de juillet. Donc, il y a bien, les animaux ne se déplacent pas de la même façon d'un mois à l'autre. Et si on regarde plus précisément, en fait, on regarde au niveau du temps de résidence, c'est-à-dire le temps où ils ne bougent pas, le temps de résidence est le plus faible, c'est-à-dire là, ils sont un mouvement le plus important, et puis là, le plus important. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en fait, la partie où ils sont pas résidents, c'est-à-dire ils sont en mouvement, ça correspond bien au mois de novembre, décembre et février, et c'est pendant la saison de chasse. Et ensuite, pendant la période de brame, c'est là où les femelles, en l'occurrence Sophie, qui était résidente, et puis elle attendait à son jeune homme. Donc voilà, elle attendait de choisir. Et donc, si on regarde au niveau des domaines vitaux, donc je vous ai représenté des domaines vitaux. Donc, les domaines vitaux, c'est l'ère où les animaux passent toute leur vie. On voit bien qu'il y a une différence entre les saisons et même entre le jour et la nuit pour les biches, avec des domaines qui sont très petits pendant la période estivale et qui sont beaucoup plus grands pendant la période hivernale. Alors, ils sont beaucoup plus grands en période hivernale, tout simplement parce qu'il y a moins à manger, mais aussi parce qu'il y a autre chose, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a la chasse. Alors, ce qui fait qu'il y a eu le sujet de thèse d'Agathe Chassagneux, pour ne pas la citer, où on a regardé, donc on a équipé de colliers GPS donc nos biches, donc c'est le point jaune que vous voyez là. Donc ça, c'est les zones de traque qui sont représentées. Et puis, on a équipé aussi de colliers GPS les chiens. Donc, vous voyez bien les chiens qui arrivent, et puis la biche, elle se sauve, et puis elle attend, elle va ailleurs. Donc, les chiens vont dans une autre zone de traque. La biche, elle reste toujours au même endroit, elle ne bouge pas. Le temps passe, et ensuite, vous allez voir, les chiens, ils vont venir dans ce secteur-là. La biche, elle ne va pas bouger, et elle arrive. Et ils arrivent, les chiens, voilà. La biche, elle ne bouge pas, et vous verrez, vers 18h, en fait, elle va revenir sur sa zone de départ. Pareil pour cette biche-là, c'est pareil, dans la zone de traque, elle ne bouge pas. Elle voit avant que les chiens arrivent, elle commence à se sauver, elle attend ici, alors que les chiens ne sont toujours pas arrivés. Donc, les animaux savent bien qu'il se passe quelque chose, donc elle ne bouge pas. Et le chien-là, il devait être plus malin, il a essayé de la chasser, mais les chasseurs lui ont demandé de retourner dans la zone de traque. Donc, la biche, elle reste ici. Et puis après, vous allez voir, à la fin de la journée de chasse, elle va revenir, notre biche, notre fameuse biche, voilà, elle va retourner à la maison. Donc là, les zones de traque, voilà. Et elle retourne à la maison.
Ça, c'est en général, c'est ce qui se passe dans la plupart des cas. Et puis, il y a dans certains cas, comme ici, on a notre cerf qui est dans une zone, il ne bouge pas. Et puis, il y a des chiens qui vont bientôt arriver, là. Ils sont sur la route et ils vont bientôt arriver. On va les voir arriver en voiture. Donc, ça, c'est sur le domaine de Chambord. Donc, voilà, les chiens qui sont là dans la zone de traque et le cerf qui ne bouge absolument pas. Qui ne bouge pas, la traque est finie, et donc ce qui montre que finalement, soit c'est les chasseurs qui ne sont pas très efficaces, soit c'est que le cerf a bien trouvé une solution pour ne pas se faire sortir de la zone. Et si on regarde plus précisément dans les données, est-ce qu'il faut fuir ou est-ce qu'il ne faut pas fuir au niveau des données, on constate bien qu'avant la chasse, en fait, les animaux, ils ont un déplacement qui est d'environ, en fait, si on regarde là, à peu près 1 km par 1 km. Là, pendant la chasse, certains vont partir tout de suite, d'autres vont partir un peu plus tard. Et ce qui fait qu'on va avoir un déplacement qui est d'environ 2 km après. Que ce soit pour le cerf ou pour le sanglier, 100% des animaux vont sortir. En fait, il y a bien un effet de la chasse sur les déplacements des animaux. Après, dans le cas du cerf, la plupart sortent, il y a 70% qui sortent, alors que le sanglier doit être plus téméraire, il doit mieux supporter la présence du chasseur, ou ça a moins bien marché, mais il y en a la moitié reste. Et donc, si on regarde, on voit bien au niveau des résultats que ceux qui sortent, ils font les biches, elles sont entre 1 et 3 km, alors que les sangliers, ils font entre 800 mètres et 1,6 km. Voilà. Donc, il y a bien un effet de la chasse sur les déplacements des animaux. À chaque fois, je vous ai mis en fait l'article qui est associé si vous voulez plus de détails sur les résultats. Donc, ces résultats-là montrent bien qu'en présence de chasseurs, on a plus de déplacements. Alors, ce déplacement s'explique par la présence de coups de feu, mais aussi par la densité de fourrés. Mais les conséquences en fait de ces déplacements, c'est aussi un impact sur la végétation. Alors, j'ai mis juste un petit rappel parce que je ne sais pas si tout le monde connaît les différents modes de dispersion des plantes. Alors, il y a une façon, c'est l'endozoochorie. En gros, c'est les animaux qui mangent des graines et en fait, en déféquant, la graine, elle est implantée, elle sort. Et puis, il y a une autre façon, c'est les épizoochores, c'est les graines qui se mettent dans les poils. Après, il y a le vent, et puis il y a aussi les fourmis qui permettent de disperser des graines. Ça, c'est les différents modes de colonisation. Donc, en connaissant ces informations-là, on a dit, on va regarder si on avait un animal qui mangeait en fait des graines, jusqu'à quelle distance, en fait, au moment de déféquer, où est-ce que la graine sortirait. Donc, toujours pareil, sur nos colliers, nos animaux, donc là, du chevreuil, du cerf, et puis du sanglier. C'est avec mes collègues de l'INRA et de nos gens, Christophe Balzinger, avec qui on travaille sur ces thématiques de déplacement des graines. On a regardé, donc, pour les différentes saisons, les distances de dispersion et de déplacement, et donc de dispersion des graines par endozoochorie. Et on voit que, par exemple, le chevreuil, il a une distance maximale qui est de 2 km. Entre septembre et décembre. Pour le cerf, c'est plutôt 3,5 km, et puis pour le sanglier, c'est 3,2 km, mais c'est quasiment tout le long de l'année. Ça, c'est vraiment l'endozoochorie, ce qui est mangé. Après, il y a aussi l'exozoochorie, donc les graines qui se mettent dans les animaux, sur les poils des animaux. Là, je vais vous en parler, mais ça, c'est juste pour votre information. Dans le cas du sanglier, c'est lui qui est le plus crados, donc c'est lui qui transporte le plus de graines parce qu'il est tout le temps dans la terre. Voilà, donc ce qui fait qu'il déplace le plus de graines. Mais donc, en connaissant ces informations-là, donc avec Christophe, on s'est dit, on va faire un test. Et on a fait un test à Chambord, donc on s'est amusé, c'est vraiment le terme amusé. On a mis des graines de Xanthium qui étaient stérilisées, j'insiste, c'est une espèce qui est exotique, donc on l'avait stérilisée au micro-ondes, etc. On avait bien vérifié qu'elle ne pouvait pas faire de graines, de plantes. Et on l'a mis en couleur. Donc, on avait différentes couleurs, jaune, orange, etc., qu'on mettait soit sur le torse, soit sur les fesses
des animaux. Donc, on a toujours notre collier GPS. Et après, on a regardé la distance de dispersion réelle en faisant un test grandeur nature. Et donc, là, c'est par exemple celle qui s'est le plus déplacée. Donc, ça, c'est le lâcher, en fait, du cerf, comme tout à l'heure, je vous ai montré, avec le sabot, le chevreuil qui part. Donc, ça, c'était dans le cas d'un cerf. Donc, ça, c'est le lâcher. Et puis après, la distance. Donc là, il a été lâché à cet endroit-là et on a regardé avec les données GPS, on est allé sur les différentes localisations qu'on avait, un point toutes les 5 minutes, on allait voir si on arrivait à retrouver les graines pour voir quelle était la distance. Et globalement, on a trouvé entre 5 et 55% des graines et des distances qui allaient de 10 mètres, donc c'était au moment du lâcher, jusqu'à presque 3 km. Donc, c'est une expérience qui était concluante dans le sens où ça allait bien dans le sens attendu. Et souvent, on trouvait les graines, en fait, du poitrail et celles qui étaient, en fait, les graines se prenaient dans les plantes, par exemple, l'aubépine, là, on voit une graine qui était au sol parce qu'elle se détache, en fait, et elle tombe à cet endroit-là. Donc, ça montre bien que la dispersion des graines peut avoir un rôle important dans les plantes. Et en fait, on a eu confirmation avec la thèse d'un de mes doctorants, Vincent Boulanger, qui a travaillé sur l'influence des ongulés sur les peuplements forestiers. Alors, ce travail-là, on a eu la chance de pouvoir profiter de données de l'INRA, donc des relevés de végétation, à peu près 1000 relevés de végétation de 76, ensuite de 81, et ensuite en 2006, c'est nous qui avons fait les relevés. Et on a vu une espèce qui était totalement absente en 76, un peu présente en 81 et très, très présente, on la voyait fréquemment en fait en 2006. Donc on a cherché, c'était une espèce impossible à trouver, surtout qu'en fait, en l'identifiant, elle ressemblait au Cynoglossum germanicum. Sauf que cette espèce-là, c'est une espèce qui est rare. Donc, protégée localement, rare. Mais nous, en fait, dans tous nos relevés, on en trouvait quasiment tout le temps. Et en fait, en faisant intervenir des spécialistes, des botanistes, etc., on a eu confirmation que c'était bien Cynoglossum germanicum, cynoglosse d'Allemagne. Et cette espèce a la particularité d'être exosoocore. Et comme dans nos territoires d'études, on a des populations quand même d'ongulés qui sont importantes, et bien en fait, elle est arrivée par hasard et grâce aux ongulés, elle a pu se disperser et être présente un peu partout. Et en plus, elle a la particularité d'être toxique. Donc, ce qui fait que le fait qu'elle soit toxique, ça lui donne un avantage compétitif dans la communauté et donc, elle n'est pas consommée parce qu'elle est toxique. Mais comme elle a des mucrons, donc les mucrons, c'est des petites griffes, elle peut se mettre dans les poils des animaux, donc elle a beaucoup progressé. Maintenant, si vous allez à Arcambara ou à Châteauvillain, c'est le parc national des forêts qui existe maintenant à côté de Chaumont. Et vous verrez beaucoup de Cynoglossum germanicum, cette fameuse espèce protégée. Donc, on a bien une modification du milieu par les ongulés qui est favorable en fait à l'établissement ou au maintien de l'espèce. Donc, ça, c'est vraiment un effet positif de la présence des ongulés. Une autre façon de travailler en fait sur l'interaction cervidés-forêt, c'est de regarder ce qu'ils mangent. Alors, à l'OFB, on a la chance de collaborer pas mal avec les chasseurs, donc pouvoir récupérer en fait des données qui proviennent des chasseurs. Et là, c'est des données de régime alimentaire, donc de panse. Donc, il y a des données qui datent de 86. À l'époque, je ne travaillais pas encore sur le cerf et le chevreuil. Mais bon, j'ai pu avoir la chance d'utiliser toutes ces données-là. Et puis, depuis que je suis arrivée, donc moi, je suis arrivée en 2003 à l'OFB, à l'ONCFS, puis l'OFB. Et donc, on a des données de régime alimentaire. Et ce qu'on peut constater avec ces données-là, c'est qu'on a quand même ce qui est représenté en violet, c'est ce qui est les semi-ligneux, donc les ronciers. Donc, en forêt, pour pouvoir avoir des animaux présents et pour que les animaux consomment moins de résineux, par exemple là, il faut qu'il y ait beaucoup de ronciers. Plus il y a de ronciers, alors les ronciers, c'est la ronce, c'est les framboisiers, c'est tout ça, et ben, plus il y a de ronces, moins ils vont manger autre chose. Donc ça, c'est vraiment un message qu'on essaye de faire passer aux forestiers en disant c'est vrai que ça fait moins de forêt, mais ça fait moins de dégâts aussi sur le reste. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que, par contre, quand il y a des bonbons,
Alors, les bonbons, c'est les glands de chêne ou les faînes. Et ben, quand il y a des bonbons, ils mangent surtout les bonbons, donc c'est ce qui est rose. Et ben, ils mangent ça et ils ne mangent pas autre chose. Donc ça pose un peu de problème parce que là, c'est juste le cerf et le chevreuil. Et si je vous mettais le sanglier, on n'aurait que du rose. Parce que les sangliers, ils adorent les glands. Et si on mange, c'est comme tout, hein, si on mange les fruits d'une plante, et ben la plante, elle ne peut surtout pas pousser parce qu'elle n'existe plus. Donc, et avec les changements climatiques, on voit qu'il y a de plus en plus en fait, de glandés, donc des glands des glandés, et en fait, ça peut poser problème, et ça pose réellement problème pour les forestiers parce qu'on n'a plus de semis qui peut s'installer. Si vous avez des questions, après, on en reparlera. Donc, donc je vous parlais donc, là des ronciers. Et donc, les ronciers, c'est important. Et pour confirmer en fait, cette information-là, on a utilisé des données qu'on avait d'avant. Avant, il y a eu la tempête de 99. Donc, on a eu la chance d'avoir une approche expérimentale à grande échelle. C'est-à-dire, on avait des données à l'époque, pas GPS, mais de télémétrie. Donc, on a pu mesurer, faire des domaines vitaux de chevreuil. Et puis, on avait des données juste post-tempête. Donc, et là, on voit que, en fait, les animaux, ils aiment bien, ils vont dans les parties roses. Donc, c'est les endroits qui ont été touchés par la tempête de 1999. Donc, pour ceux qui ne savent pas, fin 99, il y a eu une énorme tempête en France qui a fait tomber beaucoup d'arbres. Donc, le fait que les arbres, donc, ça crée des ouvertures. Et la ronce adore les milieux ouverts. Donc, la ronce s'est installée. Et donc, les chevreuils, en fait, ont décalé leur domaine vital pour être plus dans les zones où il y a des ronciers. Et même en termes de domaine vital, alors DV, c'est domaine vital, c'est dans mon jargon, domaine vital, là, il y en a juste un qui est représenté, mais les domaines vitaux avant la tempête variaient entre 34 et 160 hectares pour un chevreuil, et maintenant, on est plus entre 10 et 50 hectares. Donc, on voit bien qu'il y a une diminution de la taille domaine vital avec l'ouverture du milieu. Donc, voilà. Et donc, pour regarder aussi cette interaction-là, donc là, on a bien vu qu'il y avait un effet de l'un sur l'autre, mais vous allez me dire, Sonia, tu dis, voilà, il n'y a que des effets positifs, mais effectivement, même quand on met des enclos-exclos, donc ça, c'est des enclos-exclos de l'ONF, donc c'est le dispositif Renécofor, pour ceux qui connaissent. C'est un dispositif qui a été mis en place en 1995 par l'ONF. Donc, tous les 5 ans, il y a des relevés de végétation qui sont faits. Et donc là, on a regardé entre les enclos. Donc, enclos, c'est ce qui est fermé où il n'y a pas d'animaux. Et l'exclos, c'est là où on a tous nos ongulés. Alors, les ongulés, c'est les animaux qui ont des ongles. Donc, le cerf, le chevreuil, le chamois, etc., etc. Mais là, donc, c'est le chevreuil, le cerf et le sanglier. Donc, on a regardé la différence entre le nombre d'espèces entre l'extérieur et l'intérieur. Et on pensait qu'à l'intérieur, on aurait beaucoup plus d'espèces parce qu'on dit on protège des herbivores, ils ne mangent pas et donc ça va être tout bénef. Et ben donc, comme si on regarde différence enclos moins exclos, donc si la différence est négative, c'est-à-dire il y a plus de plantes à l'extérieur. Et effectivement, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a beaucoup plus de plantes à l'extérieur qu'à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, les ronciers, ils vont s'installer, ils vont fermer le milieu, donc il n'y a plus de lumière qui arrive au sol, et donc on va avoir en fait certaines espèces qui vont disparaître. Alors effectivement, ce n'est pas non plus tout rose, parce que les espèces qui disparaissent, c'est des espèces qui sont les espèces qui sont à l'extérieur, qui sont en abondance, c'est souvent des espèces qui sont des espèces de milieux perturbés, donc parce qu'on a des ongulés. Donc, il faut faire attention quand on dit nombre d'espèces est important, mais ça dépend quelle espèce. Mais en termes de nombre d'espèces, il y en a plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et pour revenir à mon histoire de zoochorie, en fait, à l'extérieur, je vais avoir, alors ça c'est deux dispositifs différents, mais les résultats sont similaires. À l'extérieur, quand on a beaucoup d'ongulés, on va avoir plus d'espèces zoochores ou des espèces qui sont déplacées grâce aux fourmis, donc grâce aux cerfs ou chevreuils ou cerfs, ou grâce aux fourmis, là où on a une forte abondance d'ongulés. Pareil, sur le dispositif Renécofor, on trouve exactement les mêmes résultats. Donc, on voit bien qu'il y a un effet bénéfique. Après, évidemment, il faut peser si c'est les espèces-là qu'on veut avoir ou pas, si on veut les espèces protégées ou pas. Mais donc ça, c'est en termes de diversité, mais il y a aussi un effet, vous allez me dire, bon, ok,
gentil, mais ça mange. Les herbivores, ça mange, donc ça va avoir un effet sur la croissance des espèces. Donc ça, c'est les résultats de Julien Barrère, qui est en thèse, qui finit sa thèse en septembre, et donc qui a regardé en fait la relation entre la croissance et l'ouverture du milieu, mais entre les enclos et les exclos. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on n'a pas du tout d'effet d'enclos sur la croissance dans le cas du chêne. Le chêne, ce n'est pas une espèce qui est très consommée, donc on pensait qu'il y aurait un effet, mais en fait, pas tant que ça. Mais par contre, ce qui joue beaucoup, c'est la présence d'un enclos va jouer sur la survie, en fait, la survie des semis. Donc, l'effet, il n'est pas dans le sens qu'on pensait, ce n'est pas dans le sens de la croissance, comme on aurait pu imaginer, mais c'est plutôt dans la survie. Parce que le chêne, c'est une espèce qui n'est pas très consommée. En revanche, si on prend des espèces qui sont très consommées, comme les résineux, alors ceux qui viennent des Vosges, j'ai vu qu'il y en avait qui venaient du Grand Est, donc si on va dans les forêts vosgiennes, on voit bien qu'il y a des endroits où il y a quasiment plus de sapins. Ben là, on est dans une situation qui est plutôt de ce type-là, c'est-à-dire dans l'enclos, on a du vert, on voit des choses qui poussent, et dans l'exclos, il n'y a rien qui pousse. Donc à l'extérieur, il n'y a rien qui pousse, tout simplement parce que le sapin, c'est une espèce appétante. Donc là, dans ce cas-là, si effectivement, quand on mesure la hauteur des semis, on voit bien qu'à l'intérieur, dans l'enclos, on a des semis qui sont grands, et puis dans les exclos, ils sont de plus petite taille ou quasiment inexistants. Donc là, on a bien une inversion de dominance selon les endroits protégés ou pas par les cervidés. Juste pour finir, je reviens au début de l'histoire. J'ai dit quand même il y a le climat qui jouait là-dessus, parce que là, on a regardé donc les serres, l'impact des serres sur la végétation, avec l'importance vraiment des ronciers, qui sont très appétantes, etc. Mais il y a le climat aussi qui va intervenir, qui va jouer sur la phénologie des plantes, donc sur les plantes, qui va jouer aussi sur la faune sauvage. Et donc, la question qui se pose, donc, dans les forêts de sapins, hêtres, épicéas, oui, c'est ça. Pessière, c'est épicéa, donc sapin, hêtre, épicéa. Est-ce qu'il y a un impact sur la végétation en connaissant tous les éléments? Pour ça, on a utilisé donc les modèles du GIEC en considérant 3 types de fréquences. Donc, c'est le travail de Marianne Bernard qui était en thèse avec nous et des collègues du CNRS ONF. Et donc, on a regardé la fréquence de sécheresse. Donc, si on a des sécheresses tous les 2 ans, tous les 5 ans, tous les 7 ans. Actuellement, on est plus dans les 7 ans, mais on tente de plus en aller vers les 5 ans. Donc, avec les différents, donc vert, orange et rose, en absence d'ongulés et en présence d'ongulés importants. Donc, quand on regarde en fait le modèle, qu'est-ce qu'on constate? On constate que si la situation climatique, même si on a des sécheresses modérées, si on a autant d'abrutissements, on va avoir un problème. D'ici 100 ans, on va avoir un gros problème dans nos hêtraies sapinières pessières, donc avec quasiment pas de semis. Donc, qui dit quasiment pas de semis, dit quasiment pas d'arbres après. Hein. Donc, c'est vraiment pour voir le semis un peu plus loin que juste le semis. Donc, ça pose question avec les conditions actuelles climatiques et puis la présence des ongulés. Voilà. Et donc là, on avait modélisé juste pour vous montrer. Donc ça, c'est par exemple l'année 1. Si on n'a pas de chevreuil du tout, on arrive à une hêtraie sapinière pessière. Et là, si on a une sécheresse sévère, enfin un changement climatique sévère et beaucoup de cervidés, on va avoir que du sapin, mais avec des énormes trous. Donc je pense que là, dans ce cas-là, le climat a un effet qui est plus important que l'abrutissement, mais ça va poser problème. Voilà, donc tout le long, en fait, donc ça, j'avais fait une petite synthèse, mais bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas avec l'impact en fait, des cervidés sur les strates végétatives. Et tout le long de l'exposé, je pense que vous avez vu, j'avais mis des petits dessins de ce type-là. C'était, donc là, j'ai voulu faire une synthèse un peu pour voir ce qui était regardé. Alors, je n'ai pas tout présenté, mais ce qu'on regarde aussi, c'est l'effet des polluants en fait, sur le système, l'effet du climat sur tout le système, mais aussi l'impact en fait, des ongulés, parce qu'ils vont déféquer, donc il va y avoir une influence sur le sol.
le type de la décomposition de la litière, mais aussi en consommant en fait les ligneux, semi-ligneux, il va y avoir une compétition avec les espèces qui sont les papillons, les insectes, et puis aussi les oiseaux avec la disparition du sous-bois, si les densités d'ongulés ou l'abondance des ongulés est trop importante. Évidemment, dans ce système-là, on ne peut pas oublier les chasseurs naturels, ou anthropiques, et puis évidemment les touristes qui sont très présents, qui ont un impact en fait sur les déplacements des animaux. Voilà. Donc les herbivores sont au centre de toutes les préoccupations quand on travaille sur les écosystèmes forestiers. Voilà, je vous remercie et je voulais remercier tous mes collaborateurs. Donc j'ai tous les collaborateurs extérieurs, enfin donc le CNRS, l'INRA, etc. Mais ça, c'est la plupart, c'est les collègues avec qui je travaille beaucoup et puis mes anciens doctorants ou actuels doctorants. Voilà, je vous remercie. Super, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, il y a eu pas mal de questions. Donc on a fait un petit bilan avec Laetitia. On va les poser les unes après les autres en continuant à prendre les questions qui arrivent dans le chat en même temps. Est-ce qu'on peut commencer par les questions parcours? Laetitia, ça va pour un peu mieux te connaître? Juste savoir quelles études tu as faites pour arriver à ce poste-là, déjà. Alors, j'ai fait, alors à l'époque, c'était un bac C, ce qui est l'équivalent bac S, et maintenant, ça ne s'appuie pas comme ça non plus, mais bon, l'équivalent d'un bac S, qui était plutôt maths physique. Et puis après, j'ai fait un parcours classique universitaire. Et puis, j'ai fait ma thèse dans une école forestière à l'ENGREF. Maintenant, ça ne s'appelle plus ENGREF, ça s'appelle AgroParisTech. Tout a changé. Et donc, j'ai voilà, une thèse en écologie forestière. Et j'ai regardé, en fait, ce que j'avais regardé pendant ma thèse, c'était l'impact des ongulés, enfin, du sanglier et des bovins et porcins sur la dynamique forestière. Donc, j'étais de l'autre côté, j'étais financée par l'ONF, j'étais de l'autre côté. Puis après, j'ai fait un postdoc au CNRS où j'ai travaillé sur la faune sauvage. Donc, et la première fois, juste pour l'anecdote, la première fois quand je suis arrivée avec les collègues, donc Hervé Fritz, pour ceux qui connaissent, ou Patrick Duncan, il m'a dit, Sonia, on va aller en forêt et puis regarde les plantes, il y a les appétantes et les non-appétantes. Quand on vient d'un milieu forestier, c'est un peu surprenant. Je dis, je ne comprends pas la question. Il m'a dit, c'est l'endroit où les animaux ils mangent. Et là, j'ai dit non, c'est là où les arbres ils poussent. Et puis, les animaux, ils vivent. On n'est pas du tout dans le même registre. Et donc, c'est là où je me suis dit, il y a vraiment un hiatus, il y a vraiment un espace entre ceux qui travaillent sur la faune sauvage et ceux qui travaillent sur la forêt. Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse le lien entre ces deux parties, entre ceux qui travaillent sur les herbivores et la forêt, pour essayer de comprendre, parce que je comprends le langage des forestiers. Maintenant, après 20 ans, je comprends le langage aussi de ceux qui travaillent sur la faune. Et donc, j'essaye de pondérer en fait les choses. Et puis après, alors j'ai des doctorants parce que j'ai passé mon HDR en 2014. J'ai passé mon HDR et donc ce qui m'a permis d'encadrer aussi des doctorants régulièrement. Voilà. Super. Et donc, oui, après, c'était plus savoir... donc, tu as toujours travaillé sur ces questions forêt et herbivores Alors, j'ai travaillé au départ, j'ai travaillé surtout, j'ai fait beaucoup d'écologie du paysage, j'ai beaucoup travaillé sur les déplacements des animaux, sur tout ce qui est domaine vital, etc. Et puis, au fur et à mesure, je suis allée plus sur vraiment l'interaction. Je suis passée vraiment de l'animal, l'herbivore, à l'interaction avec la forêt parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui manquait dans le schéma français. On est nombreux, hein, mais voilà. À l'OFB, ça manquait, c'est plutôt ça. À l'OFB, ça manquait et je me suis dit, il faut remplir cette niche-là parce que c'est important que nous aussi, on travaille sur l'impact des herbivores, sur la biodiversité et amener aussi le bon côté des choses. C'est que ce n'est pas non plus il faut tout tuer, il faut qu'ils disparaissent.
pas être en face, en fait, en disant, ben voilà, il y a des choses positives, il y a des choses négatives, et essayer de créer un dialogue et pouvoir faire des propositions de gestion ou des propositions pour avancer en termes de recherche ou autre chose. Et voilà, donc effectivement, on peut dire que ça fait 20 ans que je travaille sur l'interaction plante-herbivore. Alors, ben justement, on a d'autres questions concernant l'impact des herbivores sur les forêts. Est-ce que, au sein de l'OFB ou peut-être avec d'autres chercheurs, est-ce que tu travailles avec des personnes qui travaillent sur les prédateurs? Est-ce que tu sais si l'effet des chasseurs sur le déplacement des herbivores, est-ce que c'est le même que l'effet de prédateurs naturels, entre guillemets? Alors, c'est une bonne question. On a effectivement un programme avec les collègues qui travaillent sur les prédateurs. Donc, moi, je travaille sur la partie ongulée. Alors, il y a les prédateurs. Ça s'appelle le programme PPP, Programme Proie Prédateur. Moi, je travaille sur le prédateur de la plante. Donc, je travaille sur la partie ongulée et la partie plante. Et je regarde effectivement l'effet indirect des prédateurs. En l'occurrence, là, c'est les lynx. Et prochainement, on espère pouvoir travailler sur le loup, sur la relation entre l'effet indirect en fait, du prédateur sur les ongulés, voir s'ils se déplacent. Si on a un système qui est comme le système de Yellowstone, mais ça m'étonnerait parce qu'on n'aura jamais autant de prédateurs, ou est-ce que les animaux se cachent, changent de type d'habitat, etc. pour pouvoir, mais on y travaille, oui, avec des collègues de l'unité prédateur. D'accord. Ensuite, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus ou moins marqués par l'impact des ongulés sur les peuplements forestiers? Est-ce qu'il y a des zones plus touchées que d'autres? Alors oui, il y a des endroits qui sont plus touchés. C'est dans le quart nord-est. En fait, c'est là où il y a le plus de forêts ou c'est là où c'est le plus touché. Et comme je disais, en fait, ça dépend en fait des essences qui sont présentes. Donc, par exemple, dans les Vosges, on a beaucoup de sapins. Et le sapin, c'est vraiment une espèce qui est très appréciée par les cervidés. Donc, effectivement, on va avoir beaucoup de dégâts. Et puis après, il y a aussi en parallèle, les chasseurs, les populations ont énormément augmenté dans ces secteurs-là. Et puis, est-ce que les chasseurs jouent le jeu pour baisser les populations? Mais il y a effectivement dans le nord-est, il y a un impact qui est important sur la forêt. Et puis dans le sud-ouest, il y a un impact important sur la forêt, mais surtout sur les vignes. Et ça, c'est problématique parce que, alors, le chevreuil, c'est un spécialiste, il adore tout ce qui est tannique et il adore les bons vins. Donc, par exemple, le Saint-Émilion, il adore. Ça pose un peu de problème et donc, je pense qu'en termes de dégâts, ils seraient plus prêts à payer pour baisser la population. Et donc, effectivement, là, on a des gros problèmes quand des chevreuils commencent à attaquer des vignes. Dans le sud-ouest, ça pose plus de problèmes que quand ils attaquent les bourgeons de… Voilà. Ça serait intéressant de voir l'impact économique du chevreuil sur le Saint-Émilion versus le sanglier sur les automobiles. Et en fait, moi, j'aimerais bien en fait goûter. Alors, j'ai goûté du chevreuil qui a mangé du raisin, du chevreuil qui a mangé du sapin pour voir si au niveau du goût, c'est pareil ou s'il y a un petit goût de Saint-Émilion derrière ou pas. Bon. Après, dans cette thématique, on a une dernière question. Alors, étant donné que le chevreuil n'est pas un animal exclusivement forestier, mais plutôt un féodé au milieu bocager, lisière pleine, quelqu'un se demande si la tempête de 99 a peut-être ouvert le milieu, qui a permis le développement de la ronce et la création de lisières. Et c'est peut-être ce qui peut expliquer du coup la diminution du domaine vital. Oui, c'est ça, c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça. C'est une espèce de lisière. Donc c'est une espèce qui a profité en fait de la tempête de 99 parce qu'il y a eu beaucoup d'ouvertures. Donc la ronce s'est installée. Donc c'est des espèces en fait de lisière en fait. Et c'est pour ça en fait la taille des domaines. C'est exactement ça. Ok.
Mais il y a eu aussi un impact sur le cerf aussi. Le cerf, il a un peu les domaines vitaux qui ont un peu diminué, même s'il y a eu moins d'impact, parce que ce n'est pas une espèce de lisière. D'accord. Charlotte, je te laisse la main pour la suite. Oui. Alors, il y a une question sur le dénombrement des animaux. Alors, pourquoi dénombre-t-on les animaux par nombre de morts tués à la chasse et non pas par nombre de vivants? Parce qu'on n'a pas l'info. Parce qu'en fait, pour avoir le nombre, il faudrait les marquer. Donc, le problème, c'est qu'on ne peut pas les marquer, aussi facilement. Donc, on a des territoires d'études de l'OFB où on peut marquer les animaux. Donc, par exemple, Trois-Fontaines, pour ne pas citer, c'est un territoire où on marque les animaux, où depuis 40 ans, 45 ans, on connaît quasiment tous les animaux. Mais parce qu'on les a marqués, donc on appelle ça capture, marquage, recapture, on peut les capturer, on les marque, on les recapture et on sait, voilà, on peut mais sinon, on a malheureusement, on n'a pas cette information-là. Alors, il y a des indicateurs d'abondance qui existent, donc, c'est-à-dire on fait des comptages et on a le nombre d'individus observés au kilomètre, donc ça permet d'avoir une idée du nombre d'individus observés au kilomètre. Donc, ça reste de l'abondance, c'est pas un nombre en fait, c'est pas une densité. Voilà. Donc, c'est compliqué. Toujours cette difficulté de compter le vivant, c'est pas si simple. Donc, Antonin Martin qui dit IKA, exactement, elle a un indice kilométrique pédestre, voiture. Alors, on ne dit plus A, mais on ne dit plus l'indice kilométrique d'abondance, mais on dit l'indice kilométrique pédestre ou voiture. Mais effectivement, c'est ça. Ou l'indice nocturne dans le cas du cerf, ce qu'on appelait avant le comptage phare. Ensuite, il y a eu des questions sur les personnes avec qui tu peux collaborer. Donc, tu as parlé de l'ONF, certains chercheurs CNRS. Puis finalement, la dernière diapo, on voit qu'il y a aussi beaucoup de partenaires. Donc, par exemple, est-ce que tu travailles avec les parcs nationaux ou des associations naturalistes aussi? Alors, je travaille beaucoup avec les établissements publics. Donc, je travaille avec l'INRAE beaucoup. Je travaille avec l'ONF, les forêts privées aussi. Je travaille avec les parcs. Alors, et avec les parcs nationaux, on va avoir un projet sur les forêts anciennes et les forêts récentes pour voir si l'utilisation de l'habitat est la même et les impacts des ongulés sont les mêmes dans les forêts anciennes, dans les forêts récentes. Parce qu'on sait par exemple l'anémone, c'est une espèce qui est des forêts anciennes et c'est une espèce qui est très appréciée par exemple par les cervidés. Donc, est-ce que dans les forêts anciennes, on va avoir plus d'ongulés, l'impact va être plus important ou pas? Et donc, c'est des sujets qu'on commence à aborder de plus en plus. Mais sinon, avec les associations, non, parce qu'en fait, mes études, donc l'écolier GPS, c'est des études qui coûtent relativement cher. Et donc, c'est compliqué en fait de trouver des financements. Les associations n'ont pas de financement. Donc, il y a beaucoup de mes études qui sont financées par l'INRAE, l'ONF, etc. Donc, voilà, c'est tout simplement financier. Ensuite, alors, sauriez-vous nous dire si dans les populations d'herbivores, il y a un impact différent entre deux techniques de chasse, battue ou chasse à l'approche? Et si oui, est-ce que l'OFB est en mesure de collaborer pour imposer un type de chasse ou pas? Alors là, c'est une très, très bonne question. Je ne sais pas qui l'a posée, c'est une très, très bonne question parce qu'actuellement, en fait, on travaille là-dessus. Alors, ça a souvent été on sait qu'à l'approche, il y a moins d'effets négatifs, en fait, enfin, moins de dérangements pour l'animal. Ça, on le sait. On sait que les battues, comme je l'ai pu montrer, il y a vraiment des grands déplacements. Donc, il y a vraiment un impact, un dérangement important pour l'animal. Mais par contre, en termes d'efficacité, la seule chose qu'on puisse dire, c'est que pour que la battue puisse être efficace, en termes de réussite en fait, de chasse, c'est-à-dire un nombre d'animaux tués, il faut que la zone de battue soit grande pour que les animaux ne se rendent pas compte en fait. Parce que comme vous avez pu voir, les petits fils que je vous ai montrés, c'est que en fait, les animaux, ils s'habituent rapidement en fait. Ils s'habituent et dès qu'ils entendent les voitures, dès qu'ils entendent un truc qui n'est pas comme d'habitude, ils vont
ils vont sortir en fait, ils vont sortir de la zone traquée parce que souvent les zones traquées, elles ne changent pas d'une année sur l'autre. Donc, elles vont sortir de la zone traquée. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit. Donc, il faut avoir des grandes zones. Après, moi, je pense que les chasses silencieuses, c'est-à-dire là où on fait le moins de bruit, etc., sont peut-être plus efficaces. Mais c'est vraiment un sujet sur lequel on va travailler avec l'ONF en leur demandant de tester en fait différents modes de chasse et qu'on puisse voir en fait l'impact en termes de dérangement, en termes d'efficacité, etc. sur la faune sauvage. Mais pour ça, le problème, c'est que quand on dit aux chasseurs il faut changer le mode de chasse, tout le monde dit oui, oui, d'accord. Mais quand on dit bah, faites-le sur votre territoire, là, c'est bah non, c'est les autres qui font parce que nous, on sait que là, ça va marcher. Les autres, ils font et puis vous nous donnez les résultats et puis on va voir si ça marche, on fait chez nous aussi. Donc là, pour le moment, on est plus en négociation pour trouver des terrains d'études pour pouvoir tester différentes méthodes. Donc avec l'ONF, on négocie ça pour le moment et puis après, on verra. D'accord, merci. Aussi, il y a une question sur le dérangement. Finalement, est-ce que les autres types d'utilisateurs de la nature, ça peut être des randonneurs, des gens qui font du vélo, etc., est-ce qu'il y a aussi une étude, est-ce que comme les chasseurs, ils vont aussi changer l'utilisation de l'espace par les herbivores de nos forêts? Alors oui, c'est surtout les collègues qui travaillent sur la faune de montagne qui étudient ça. Donc effectivement, eux, ils voient bien qu'il y a un effet en fait des randonneurs donc sur le chamois, sur le mouflon, donc sur les secteurs de randonnée, il y a peu d'animaux où les animaux ne vont pas pendant les heures de passage des randonneurs. Après, moi, dans les forêts dans lesquelles je travaille, sur le cerf-chevreuil, je le vois beaucoup moins parce que c'est souvent des forêts de production et il y a peu de randonneurs. Alors, on voit quelques déplacements, on voit bien que des fois, il y a des déplacements avec les GR, etc., quelques effets, mais on n'a pas les mêmes passages qu'en milieu de montagne. Mais effectivement, on a des collègues, Pascal Marchand, pour ne pas le citer, qui travaillent vraiment sur cette thématique-là avec Mathieu Garel. Voilà. Donc, n'hésitez pas à les contacter, mais bon, c'est des hommes. Hein. On les accepte aussi. On est à Gaïa, là. Donc, voilà. Justement, sur les dérangements, là, on a eu une dernière question. Quelqu'un demande si les dérangements sont bénéfiques pour le brassage génétique. Pas tant que, enfin, oui et non, parce qu'en fait, les animaux, en fait, ils reviennent sur place, en fait. Les animaux, à la période, par exemple, si vous vous souvenez de la figure avec le temps de résidence que je vous ai montré, en fait, les temps de résidence pendant la période de brame, dans le cas, par exemple, du cerf, sont la biche, elle ne bouge quasiment pas. C'est les mâles qui viennent la rejoindre. Donc là, ça joue peu chez les femelles. Et ce qu'on a constaté, enfin, nos résultats le montrent sur le territoire, par exemple, de la Petite-Pierre, on a remarqué que des mâles qui avaient dispersé, donc qui étaient allés loin, reviennent pendant la période de brame, reviennent là où ils sont nés. Donc, finalement, le brassage génétique, pas tant que ça. Et voilà, alors, il y a une étude génétique qui est en cours pour voir s'il y a des choses, mais Guillaume qui dit merci pour les collègues masculins. Non, mais c'était pour blaguer. Mais c'est vraiment à étudier, mais c'est pas le dérangement, c'est vraiment pas le dérangement, c'est surtout la dispersion qui va aider pour le brassage génétique, mais pas les dérangements dus aux chasseurs ou des randonneurs, etc. Là, pas à ce niveau-là. Non, mais c'est bien aussi. Et après, une toute dernière question qui vient d'être posée. En Allemagne, apparemment, les périodes de chasse sont plus courtes par rapport à la France. Les chasses seraient plus efficaces. Est-ce que ce serait une piste qu'on pourrait explorer pour moins déranger et peut-être moins habituer les animaux au dérangement? En fait, quand je parlais de nos territoires qui sont dans le Grand Est, donc en l'occurrence la Petite-Pierre, c'est vraiment, on essaye avec les forestiers, on essaye de prendre pour modèle, en fait, alors à la Petite-Pierre, on a d'autres territoires aussi, on essaye de prendre pour modèle pour voir comment eux, ils font pour essayer d'appliquer pour réduire, en fait, effectivement, les populations d'ongulés qui sont relativement quand même importantes dans certains secteurs. Okay.
Bon, ben merci. On va clôturer du coup la phase de questions. On est désolé si on n'a pas pu poser toutes les questions, mais on est obligé de travailler un peu en temps limité. Donc, si jamais vous avez des questions ou vous voulez vraiment avoir la réponse, vous pouvez nous écrire par mail ou sur Facebook en message privé et on transférera vos questions à Sonia. Alors, on te remercie, toi, déjà, Sonia, pour avoir bien voulu participer aux conférences Gaïa. On remercie aussi l'OFB et Femmes d'aujourd'hui qui nous ont soutenus pour ce cycle. Et donc, aujourd'hui, toi, tu es la dernière conférencière. Et on souhaite à tout le monde, et à toi compris, de profiter du coup du déconfinement et puis de l'été qui se profile. Et puis, normalement, vous devriez nous retrouver avec un nouveau cycle de conférences à l'automne prochain. Et on vous prépare une petite surprise pour l'automne. Des petites conférences qui auront un format un petit peu différent. Charlotte, je te laisse clôturer. Oui, donc vous pouvez rester connecté sur notre page Facebook aussi ou sur le site web qu'on peut remettre aussi dans le chat pour suivre nos actualités, pour suivre aussi du coup cette pépite, cette surprise qui va arriver cet automne avec un format aussi un petit peu différent et une collaboration avec l'association Femmes et Sciences. Et donc nos conférences, à savoir, elles sont disponibles après en replay, donc soit sur le Facebook, sur la page Conférence Gaïa, et sinon sur notre chaîne YouTube. Donc pareil, on va mettre peut-être le lien dans le chat aussi. Super, merci. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre pour ne rien manquer de la suite. Encore merci à l'Office français de la biodiversité et puis à ces scientifiques qui ont pu nous présenter un petit peu ce qui était fait en recherche à l'OFB. C'était vraiment un plaisir ce cycle-là et merci encore une fois en effet à vous toutes et à vous tous de nous suivre, de commenter, de participer. C'est vraiment super. Et merci Sonia. Et bonne soirée. Merci pour les questions. À bientôt. Au revoir. Merci. Alors, j'arrête l'enregistrement.